Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des animaux sauvages et des animaux domestiques. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ramène un animal sauvage chez soi? On en a plein des exemples sur YouTube. Un raton laveur qui se comporte comme un petit chien une fois qu'on lui a donné un petit peu de nourriture, ou encore un ours qui devient tout doux une fois qu'il a été dressé. C'est mignon, mignon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la domestication, en fait. Et on la pratique depuis des millénaires. Les humains gagnent la confiance des animaux et les transforment peu à peu en outils de travail, les chevaux, les vaches, ou en compagnons, le chien, le chat. Mais que se passe-t-il lorsqu'on renvoie un animal de compagnie à la vie sauvage? Qu'est-ce qui se passe quand Pitou retourne à la nature? Dans le cas d'un bichon maltais ou d'un poméranien, évidemment, on peut s'imaginer que ça va mal se terminer pour lui, mais dans le cas de plusieurs autres espèces domestiquées, un retour à la nature, ça rime avec le retour des instincts sauvages de la bête. C'est un phénomène qui a plusieurs noms, le marronnage, la dédomestication, l'ensauvagement ou encore la féralisation, un terme tiré de l'anglais. Félix Pedneau s'est demandé à quoi peut bien servir la féralisation aujourd'hui, en 2021. Qu'est-ce que ça donne de renvoyer des animaux domestiques dans la nature? Il paraît que ça peut devenir un outil très utile pour préserver des écosystèmes. Bon, déjà, le principe de féralisation, ça peut sembler un peu vague pour beaucoup d'entre vous. C'est un phénomène qui est pourtant assez vieux. Déjà, il y a 4000 ans, des animaux qui avaient connu des transformations à cause de la domestication par l'homme vivaient un réensauvagement. L'exemple le plus clair de féralisation, en fait, c'est celui du dingo, le chien sauvage qu'on retrouve en Asie du Sud-Est et aussi en Australie. On sait que la domestication du chien remonte à des dizaines de milliers d'années, au Paléolithique supérieur plus précisément. La théorie de l'évolution, celle de Charles Darwin, voudrait que le loup préhistorique, une fois que l'homme l'a domestiqué, ait perdu des caractéristiques de la vie sauvage. On peut penser à toutes les races de chiens qui existent puis qui ont développé des caractéristiques précises à l'utilisation que les humains en ont fait, qui n'ont pas rapport avec les loups. Par exemple, il y a les chiens de berger ou les chiens de chasse. Chose certaine, c'est que la domestication a transformé le chien en un animal qui est plus social. Pour revenir au dingo, qui est comme un petit coyote, le dingo, c'est le produit de la féralisation vieux de 4000 ans. Des chiens domestiqués par l'homme seraient revenus à l'état de prédateur après s'être échappés des communautés humaines. Comme de fait, on voit que le dingo a beaucoup plus de caractéristiques physiques du chien que du loup. Les crocs sont plus petits, par exemple, et il y a des beaucoup plus grosses portées que le loup. Généralement, la féralisation est assez dangereuse pour un écosystème. C'est un gros risque à prendre. Dans le cas des dingos, par exemple, on estime que leur apparition dans l'écosystème de l'Asie du Sud-Est a mené à la disparition des loups marsupiaux, qu'on appelait auparavant les tigres de Tasmanie, qui se sont éteints en 1936. En devenant le principal prédateur et le principal charognard, il aurait aussi entraîné la disparition du diable de Tasmanie du continent asiatique. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui le diable de Tasmanie, uniquement en Tasmanie. Plus récemment, on s'est rendu compte aussi que les chats abandonnés en Australie tuaient en moyenne 1 million de reptiles par jour. Et ça, c'est sans compter les oiseaux, les grenouilles, les rongeurs. Et ça a poussé le gouvernement à mener une opération pour éliminer les chats abandonnés pour qu'on évite des extinctions de masse les unes après les autres. Donc oui, la féralisation, ça comporte des risques, mais si elle est contrôlée, elle peut complètement changer la donne d'un écosystème pour le mieux. Je vais vous raconter un exemple que je trouve très inspirant. Au Portugal, dans la réserve naturelle de la vallée de Coa, on a décidé de réintroduire des vaches domestiques dans la nature sauvage en 2013. Le but du projet de la réserve, en partenariat avec l'organisme Rewilding Europe, c'est de créer un écosystème complètement autonome à l'aide des grands mammifères. Ça, c'est très documenté. Autrefois, en Europe, il existait une sorte de bœuf sauvage qu'on appelait l'auroch. Pour la petite histoire, les aurochs ont disparu dans les années 1600 à cause de la chasse, mais aussi à cause de leur domestication progressive pour devenir les vaches qu'on connaît aujourd'hui.
Au Portugal, on a réintroduit des vaches pour recréer l'auroch et on a rapidement remarqué que le comportement du troupeau d'une trentaine de vaches a complètement changé. Elles sont rapidement devenues craintives des humains et elles ont adopté un mode de vie beaucoup plus nomade. Donc, elles ne restent pas accrochées à un seul pâturage comme on le verrait sur une ferme laitière, par exemple. La présence des grands mammifères sur un territoire, ça a des effets très rapides. En broutant, ils nettoient une partie de la végétation et ils aident à la fertilisation des plantes au rythme de leur déplacement avec leurs excréments. Leur présence, ça stimule aussi la création de prairies. Et ça a pour effet au Portugal de lutter contre la propagation des incendies de forêt qui sont un très gros danger pour la population en ce moment avec les réchauffements climatiques. La présence de prairies, donc, entre les montagnes, ça sert aussi d'écosystème propice à l'augmentation des populations de petits rongeurs, mais aussi des chevreuils. Et plus il y a de proies, plus il y a de prédateurs, donc ça permet aussi une augmentation de la population des loups dans la région, ce qui va avoir pour effet de limiter la taille des troupeaux de grands mammifères pour pas qu'ils prolifèrent à un point où ils deviennent hors de contrôle. Bref, les grands mammifères, une fois réintroduits, recréent le cercle de la vie. Et ça, c'est seulement grâce à des vaches domestiques qu'on a remis en liberté. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous connaissez aussi un autre exemple de ce phénomène-là, c'est la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone. En gros, la réintroduction des loups a eu le même effet sur les grands mammifères qui ont laissé plus de place à la population de loups, qui ont aussi augmenté la présence de forêts, ce qui a aidé à réguler l'ensemble de l'écosystème du parc Yellowstone. Mais dans ce cas-ci, on parle pas de féralisation. Non, là, l'espèce de loup était déjà une espèce sauvage qu'on a juste décidé de réintroduire à des endroits où elle avait majoritairement disparu. Peut-être qu'à l'avenir, nous aussi, on va trouver au Québec des moyens de rétablir l'équilibre écologique grâce à Pitou ou Minou, à des échelles grandes ou petites. Mais attention là, après avoir écouté ça en 5 minutes là, c'est pas le moment de laisser partir Caramel dans la nature. C'est quand même pas une raison d'abandonner son compagnon pour ce genre de choses-là. Vaut mieux laisser faire les scientifiques. Ouais. En plus, les exemples de dérapage sont nombreux. Hein? Le cas de l'ensauvagement du lapin domestique en Australie, quand un vieil aristocrate anglais, il y a quelques siècles, a décidé d'en lâcher comme ça sur ses propres terres pour s'amuser à le chasser. Ça a causé, et d'ailleurs ça cause encore aujourd'hui, d'énormes problèmes environnementaux à la faune, à la flore, mais des problèmes économiques aussi. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.